forfait semaine. Offrez-vous la clé Internet V3000 désormais à 39 000 francs CFA. MTN, everywhere you go. Nestlé Nido Fortifié présente les 10 signes de bonne nutrition. Mes enfants sont toujours au centre de toutes les attentions. Je reçois beaucoup de compliments, y compris de la part de leurs enseignants qui sont persuadés qu'un avenir brillant les attend. Je leur donne Nido Fortifié pour m'assurer qu'ils grandissent en bonne santé et qu'ils présentent tous les signes de bonne nutrition. Nido Fortifié contient les nutriments essentiels, y compris le fer, les protéines, le calcium, le zinc et les vitamines, et contribue ainsi à assurer les 10 signes de bonne nutrition. Découvrez les 10 signes de bonne nutrition sur votre prochain emballage Nestlé Nido Fortifié. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il est 21h30 au studio Marie-Thérèse Péchaud. Après M. Akoto Félix et Dolo Adama, nous avons le plaisir de recevoir pour ce troisième numéro de Face aux électeurs, M. Konan Kwadio Siméon, candidat indépendant à la présidentielle du 31 octobre 2010. Monsieur Konan Kwadio Siméon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né en 1964 à Kankro, c'est dans le département de Toumoudi. Vous avez fait votre cycle primaire à l'école Saint-Michel de Toumoudi, le secondaire au lycée moderne de Boisflé et au lycée professionnel et commercial de Yopougon, le cycle supérieur à l'école de commerce et de gestion d'Abidjan. Vous êtes spécialisé en informatique, vous êtes administrateur de société, marié et père de 6 enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter à cette présentation? C'est parfait. Très bien. Alors, vous avez décidé de briguer la magistrature suprême le 31 octobre 2010. Ce soir, face aux électeurs, pendant 90 minutes, vous allez dévoiler vos projets de société et programmes de gouvernement que vous comptez mettre en place pour les Ivoiriens. Pour cette émission, vous serez interrogé sur 3 thématiques, la politique nationale et internationale, l'économie et les questions de société. Et avec moi pour vous interroger, 3 journalistes, Evelyne Débat de la télévision ivoirienne, Ignace Kakou de Radio Côte d'Ivoire et Paulin Zobo de Fraternité Matin. 25 à 30 minutes seront consacrées à chaque thème. Alors, en guise d'introduction, première question, M. Konan Kwadio Siméon, dites-nous pourquoi vous avez décidé d'être candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Eh bien, je suis candidat à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire simplement parce que j'ai voulu offrir ma part d'assistance à mon pays, ce pays qui m'a tant donné et qui aujourd'hui traverse une passe difficile de son existence. Je suis candidat par la volonté de celui qui est détenteur de toutes les solutions et à qui il a plu de me révéler la solution de la Côte d'Ivoire. Je suis donc candidat parce que j'ai le remède au mal dont souffre mon pays. Le Seigneur vous a révélé que vous avez un destin national, que vous devez servir la Côte d'Ivoire à ce poste. Absolument. C'est justement pour cela que je suis candidat. Très bien. Monsieur Konan Kwadio Siméon, ce n'est pas vous faire offense que de dire que vous faites partie des candidats les moins connus de cette compétition. Où vous situez-vous dans le champ politique? Je suis le candidat qui revendique la neutralité absolue. C'est d'ailleurs pour cela que je suis le neutre réconciliateur. J'estime que notre pays, depuis près de 2 décennies, traverse une situation difficile, situation que nous pouvons résumer par cette sorte de guéguerre entre les frères
dont l'ambition légitime et louable de bien faire a fini par opposer comme des frères ennemis. Aujourd'hui donc, si nous voulons apporter une solution à la situation de notre pays, la position idéale, la position indiquée se trouve au milieu et non ailleurs. Très bien. Alors, nous allons accueillir maintenant Evelyne Deba pour le chapitre politique nationale et internationale. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Pascal. Bonsoir à M. Kwadwo Siméon. Alors, votre première question politique nationale porte sur la réconciliation nationale. Oui, tout à fait. M. Kwadwo Siméon, qu'allez-vous faire pour réconcilier les Ivoiriens? Merci madame. Pour réconcilier les Ivoiriens, j'ai une recette. Comme vous le savez, quand il y a une situation donc conflictuelle, il faut faire appel aux personnes ayant donc le positionnement en dehors de la situation conflictuelle pour régler. Eh bien, ma recette consiste à renvoyer toute la question de la réconciliation nationale à ceux que je considère comme des autorités morales. Je veux parler des chefs religieux et des chefs traditionnels. Savez-vous, madame, la situation que nous vivons est une situation extrêmement difficile. Quand on parle de la réconciliation, il ne s'agit pas de la réconciliation qui est faite à l'Hôtel Ivoire, qui est faite dans les studios de télévision et de radio. Le travail de sape des hommes politiques à finir par lâcher son venin, de sorte qu'aujourd'hui, la coexistence pacifique d'antan est aujourd'hui malmenée. Il va donc falloir que ce conseil qui sera constitué de chefs traditionnels et de chefs religieux s'investisse sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, c'est dans nos villages, c'est dans nos champs, c'est dans nos forêts, pour penser les meurtrissures des cœurs et pour faire en sorte que cette coexistence pacifique d'antan, où nos parents, nos différentes communautés vivaient dans une parfaite symbiose. Monsieur Kona Kwadwo Siméon, quand vous parlez des chefs traditionnels, des chefs religieux, Oui. c'est comme si c'était une recette nouvelle, comme si on n'avait jamais expérimenté. Oui. Alors qu'on les a beaucoup vus dans cette crise. Comment vous comptez les amener à réussir là où cela a déjà échoué? Je suis au regret, M. Brouaka Pascal, de vous dire que les chefs traditionnels et les chefs religieux n'ont pas été suffisamment utilisés. Du moins, n'ont pas été utilisés comme il le fallait. Voyez-vous, je vous l'ai dit, il serait difficile de me prouver que depuis que cette situation a éclaté, les chefs traditionnels et les chefs religieux ont été invités à s'autosaisir de la question, ont été mis en mission avec les moyens qu'il fallait pour investir le terrain à la réconciliation des uns et des autres. La réconciliation dont je parle, M. Brouaka Pascal, ce n'est pas la réconciliation, je vous l'ai dit, où on invite les chefs traditionnels juste pour venir écouter. Je peux vous dire que quand je parle de réconciliation nationale, j'ai une recette concrète. Voyez-vous, je vous ai apporté ici un document où il est écrit « Pardon, réconciliation et paix en Côte d'Ivoire ». Ce document est signé de nos chefs traditionnels. Et ce document est daté du 21 février 2001. Justement, M. Kwadwo Siméon, en ce qui concerne les chefs traditionnels, dans votre programme de gouvernement, vous parlez de leur donner un statut particulier. De quel statut s'agit-il? Oui, bien entendu. Le chef traditionnel est dans notre structuration un auxiliaire de l'administration. C'est le seul fonctionnaire donc qui n'a aucun émolument. Je pense qu'il faut clarifier le statut du chef traditionnel et je compte donc proposer pour une loi qui définit clairement, bien entendu, les devoirs, mais aussi les droits du chef traditionnel. Vous savez, le chef traditionnel abat un travail énorme dans nos villages. Quand il y a un problème,
c'est d'abord le chef du village qui est ameuté. Et je pense qu'il faut leur donner un minimum pour exercer ce rôle d'acteur de paix et d'acteur de développement. Voici comment je veux tenir donc ma promesse avec la chefferie traditionnelle. Êtes-vous d'accord, M. Kwadwo Simeon, avec ceux qui estiment que la crise en Côte d'Ivoire a une origine identitaire? Écoutez, la crise en Côte d'Ivoire, d'après moi, a une origine politique. D'après moi, cette crise qui est intervenue est simplement la résultante entre la guéguerre entre les leaders politiques que nous appelons aujourd'hui les grands, qui depuis plus d'une décennie se livrent une féroce adversité, une lutte pour la conquête du pouvoir. Bien entendu, sur la route, il y a eu un certain nombre de problèmes, un certain nombre d'inventions qui, malheureusement, ont constitué un peu comme l'étincelle qui a embrasé la Côte d'Ivoire. Dans votre programme de gouvernement, vous êtes déterminé à réduire le taux d'immigration. C'est un taux qui est à 26%. Vous parlez d'un taux supportable par nos capacités d'accueil. À quel taux faites-vous allusion? Écoutez, d'après les statistiques de 1998, le taux d'immigration se situe aujourd'hui à 26%. Ouais. Enfin, se situait à 26%. Aujourd'hui, en 2010, je crois à bien plus. J'estime que c'est énorme. Alors, ma démarche est simple. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Notre hospitalité légendaire doit rester de mise. Et je veux travailler pour cela. Mais justement, cette hospitalité légendaire nous commande de réunir toutes les conditions d'accueil pour que les frères et les sœurs qui nous font l'amitié de venir partager notre quotidien puissent être traités comme nous savons traiter l'étranger. Savez-vous, l'étranger est roi chez nous. Je veux faire en sorte que dans ce pays, je n'ai pas, président de la République, à aller déguerpir des frères et sœurs venus d'ailleurs. Et pour cela, je veux harmoniser, je veux adapter les entrées, en tout cas les accueils, à notre capacité d'accueil. Et quel est ce taux, le bon taux selon vous? Écoutez, le bon taux, c'est le taux que peut accueillir la Côte d'Ivoire. Lequel? C'est le taux que nos capacités d'accueil peuvent autoriser. Et en le disant, croyez-moi, je suis un fervent militant de la politique d'intégration. Je ne suis pas en train d'insinuer une sorte de renvoi de qui que ce soit. Je suis en train plutôt de voir comment la Côte d'Ivoire, dans sa position de pays leader dans la sous-région, donc ayant une vocation, ayant un rôle vis-à-vis des autres pays, peut orchestrer une sorte d'assistance aux différents pays pour les aider à contenir, pour les aider à assurer une certaine insertion. Je vois que vous refusez à donner un chiffre. Peut-être pour l'intégration et en même temps limiter l'immigration. Non, il ne faut pas limiter. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Il ne faut pas limiter l'immigration. Et cela n'a jamais été mon propos. Je ne parle pas de limiter l'immigration. Je dis qu'il faut maîtriser la tendance. Il faut faire en sorte que ceux qui viennent chez nous puissent être bien accueillis, qu'on s'assure que ces personnes ne viennent pas pour habiter un quartier précaire. Qu'est-ce que vous allez faire, M. Kwadwo Simeon? Allez-vous rapatrier des étrangers? Nous n'allons pas rapatrier. Nous allons échanger avec nos homologues chefs d'État. Allez-y. Et voir comment la Côte d'Ivoire peut continuer d'aider. Savez-vous qu'au temps du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait une telle assistance qui faisait que même quand nous avions besoin d'avoir le maximum de main-d'œuvre, le président Houphouët-Boigny faisait en sorte que sur place, la main-d'œuvre ne foute pas aussi le camp dans ces différents pays. Voyez-vous, je considère que la Côte d'Ivoire est un pays leader, que la vie même des autres pays intéresse le leader de la Côte d'Ivoire. Je ne serai pas le président seulement de la Côte d'Ivoire, je serai également le président qui est intéressé à voir comment
les pays voisins vivent et vivent bien. Vous parlez également de contrôle strict dans votre programme de gouvernement, de contrôle strict à nos frontières, comme cela se fait ailleurs. Ailleurs, vous faites allusion à quel pays? La France? Oh, mais enfin, je pense que dans un pays, il y a quand même un minimum. Il y a quand même un minimum. Je ne parle pas à la France. Je parle aux pays qui nous entourent. Le minimum, c'est qu'on sache quand même qui rentre chez nous et qui en sort. Nous sortons d'une crise. Il faut faire en sorte tout de même de ficher, c'est une politique d'immigration qu'il faut penser, de ficher ceux qui rentrent chez nous, ne serait-ce que pour savoir qui est chez nous et pour apporter l'assistance qu'il faut à ces personnes. Dans le programme de gouvernement, vous ne touchez pas la question des militaires exilés. Pourtant, c'est une question qui préoccupe les Ivoiriens. Ils sont très souvent pères des rébellions. Non, ce n'est pas une question préoccupante. Vous n'avez pas l'intention de les faire revenir? Mais ce n'est pas une question préoccupante qui mérite d'être insérée dans un projet de société. Et pourtant, ça préoccupe les Ivoiriens. Mais je vais vous dire une chose, ce sont des frères qui, de façon circonstancielle, pendant un moment donné, ont dû se retrouver à l'extérieur. Quand je suis président de la République, la première chose que je fais, c'est de faire rentrer ses frères. Et je crois que, de ce point de vue-là, il n'y a pas une préoccupation particulière. Les Ivoiriens seraient tout heureux de les accueillir à bras ouverts. En ce qui concerne la gouvernance politique, vous dites, je cite, une Côte d'Ivoire démocratique où la majorité respecte la minorité. De quelle minorité s'agit-il? Oui, mais écoutez, quand il y a des élections, par exemple, il va y avoir quelqu'un qui va gagner. Il aura eu donc la majorité. Cette majorité doit être reconnue. Mais en revanche, quand cette majorité a été reconnue, elle doit aussi gouverner dans le respect de la minorité. Qu'allez-vous faire concrètement pour cette minorité? Cette minorité doit être associée à la gestion du pays. Nous sortons des crises et celui qui gagne devra avoir à l'idée le rassemblement, le rapprochement de tous. Voici ce que je pense être juste pour une démocratie et surtout pour un pays qui sort de crise et qui a besoin de fédérer l'ensemble de ses enfants. Quand on parle de minorité, on fait souvent allusion à l'opposition, comme vous venez de le dire. Allez-vous donner un statut particulier à l'opposition? Non, pas forcément. L'opposition devra jouer son rôle d'opposant, veiller à ce que celui qui gouverne dans le respect des règles, dans le respect donc des minorités, gouverne dans le respect de l'intérêt national. C'est le rôle classique de l'opposition. Elle doit continuer de le jouer. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit que vous êtes candidat parce que vous avez une mission divine. Ne craignez-vous pas que cette déclaration vous soit préjudiciable? Ça ne devrait pas m'être préjudiciable et je ne veux pas être hypocrite. Voyez-vous, je suis des 14 candidats, celui qui a peut-être une histoire atypique, celui qui n'a jamais été un élu du peuple, celui qui n'a jamais même été un conseiller municipal. Croyez-vous quelle peut être la motivation pour qu'une telle personne se porte candidat? Je suis candidat parce que j'ai une certitude. Je suis candidat non pas par ambition. Je ne suis pas politicien. Et je n'ai jamais souhaité faire de la politique. J'ai même juré de ne pas faire de la politique. Je suis candidat par appel, parce qu'il a plu à ce Dieu et pour qu'aucun malentendu ne subsiste. Je voudrais vous dire que ce Dieu dont je parle n'est pas le Dieu d'une religion. C'est le Dieu de toutes les religions. Le Dieu qui est le Père de tous, au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Il a plu à ce Dieu-là, qui lui sait la fin de toutes choses, avant son commencement, de me révéler les dangers au lendemain de notre pays. Et de me prescrire la recette pour non pas éviter ce danger, mais pour venir à bout des flammes qui consumeraient la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que ce que je vous dis là, c'est une vision bien connue, parce que ce document que je vous ai montré a été rédigé le 22 février 2001, après que j'ai eu cette révélation le 21 février 2001, et ce document a été adressé. Il n'existe pas d'autorité en Côte d'Ivoire qui n'ait pas été destinataire de ce document à cette époque. Je pense même au président de la République.
je pense à tous nos grands leaders, je pense à un certain nombre d'autorités comme le grand médiateur, je pense à tous les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire à l'époque. Donc voyez-vous, je suis ici pour exercer une mission et non par ambition. Monsieur Kwadwo Siméon, certains candidats parlent de révision de la Constitution. Dans votre programme de gouvernement, vous n'en parlez pas. Est-ce que l'actuelle Constitution vous sied? Non, l'actuelle Constitution mérite d'être regardée. Mais, bien entendu, les quelques dispositions qui posent problème sont connues. Il faut tout simplement les extirper. Notre loi fondamentale, à mon sens, n'est pas aussi mauvaise que ça. Mais il y a, je crois, une disposition qui pose problème. Et bien, il faut l'enlever et permettre à la démocratie de se jouer. Laquelle disposition? La disposition qui concerne l'éligibilité des éventuels candidats. Voilà, ce fameux article qui semble restreindre, catégoriser un peu. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever, ça ne devrait pas poser de problème. Qu'est-ce que vous voulez proposer à la place de cet article? Écoutez, les députés en décideront, mais ce qui semble emporter l'adhésion de tous, c'est de laisser le jeu ouvert. C'est de permettre à tout Ivoirien, en tout cas pour peu qu'il prouve qu'il est Ivoirien, de pouvoir donc se présenter à toute élection en Côte d'Ivoire. Ça me paraît tout à fait naturel. Alors, vous déplorez, M. Kona Kwadwo Siméon, à la page 19 de votre projet, l'inexistence de l'État. Vous dites même que l'anarchie s'installe progressivement dans ce pays. Pour vous, la restauration de l'autorité de l'État, ça passe par quoi? La restauration de l'autorité de l'État passe par la relégitimation de l'État, c'est-à-dire par une élection présidentielle. Et je crois que cette élection présidentielle va donc apporter la solution à la question. C'est aussi simple. La Côte d'Ivoire, leader en Afrique et rayonnante dans le monde, c'est le titre du chapitre réservé à la politique extérieure. Quels sont selon vous les signes de la dégradation de l'image de la Côte d'Ivoire? Le premier signe, d'après moi, est l'un des grands dommages que cette crise a pu causer à la Côte d'Ivoire, c'est le galvaudage, l'obscurcissement de l'image de notre pays, de sa diplomatie. Vous êtes d'accord avec moi, madame, que la Côte d'Ivoire, je l'ai dit tantôt, est un pays qui est appelé à être devant, à être premier et non dernier. Et nous avons toujours tenu ce rôle, même dans cette situation difficile, nous tenons encore ce rôle. Je dis, il faut, dès que nous sommes élus, travailler sans relâche à retricoter les relations avec notre voisinage, à projeter l'image de la Côte d'Ivoire de retour au monde et à prendre notre place dans le concert des nations. Et je vous dis, madame, notre place dans le concert des nations, c'est devant et non derrière. Et comment vous comptez vous faire pour que la Côte d'Ivoire reprenne cette place? Eh bien, déjà, nous avons réussi l'élection présidentielle. Kona Kwadwo Siméon est élu président. Bien entendu, la première chose à faire, c'est d'envoyer des émissaires, n'est-ce pas, renouer nos relations, mais surtout, quand la relance économique se fait, quand nous avons réussi à assainir l'environnement des affaires, que tous les investisseurs qui sont partis sont revenus, que tout le monde entier, parce que je peux vous dire, madame, aujourd'hui, quand vous passez notre frontière, ou quand vous passez nos frontières, vous avez juste là des investisseurs qui attendent ces élections pour entrer. De ce fait-là, l'activité économique sera telle que la Côte d'Ivoire ne pourra qu'être rayonnante. Et au niveau de la diplomatie, je pousserai dans la foi, l'ambition, jusqu'à réclamer la position que nous devons mériter au niveau de l'Afrique, mais également au niveau du monde. Parce que la Côte d'Ivoire, croyez-moi, est un pays solide. Et nous devons faire en sorte qu'il le demeure. En ce qui concerne les rapports avec la France, vous parlez de réviser certains accords. Vous n'avez pas précisé de quel accord s'agit-il? Écoutez, j'ai dit d'abord que je maintiendrai les relations d'amitié, de coopération, de fraternité avec la France.
Ça, c'est le premier postulat. Ben, ignorer les réalités de ces dernières années sur nos relations serait faire une fuite en avant. Je dis, il y a un certain nombre d'accords qui lient notre pays à la France, Oui, on le sait. comme il lie notre pays à d'autres pays. 50 ans après, il est temps de mettre tous ces accords sur la table, de les regarder et de proposer la révision de ceux qui méritent de l'être. Mais si C'est vous aussi simple que si ça. vous parlez de réviser certains accords, c'est que certainement vous avez déjà vu les accords que vous voulez réviser. Est-ce qu'on peut avoir une idée des accords que vous voulez réviser avec la France? Non, madame. Concrètement. Non, madame, je n'ai jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Ouais. Ben, je suis dans le peuple. Et j'entends le peuple parler. J'entends un certain nombre de choses, dont certaines m'amusent d'ailleurs. Quoi par exemple? Par exemple, j'entends que certains bâtiments seraient encore sous location. On a parlé du palais présidentiel. Je ne crois pas à ces choses. Mais c'est pour ça que je dis, il faut sortir ces accords d'où ils se trouvent pour regarder. Si un tel cas était avéré, je crois que systématiquement, il faudrait Il nous faire reste cesser 5 minutes cet sur ce chapitre, cet Evelyne. anachronisme. D'accord, merci Pascal. Je veux juste vous demander, avec vous, qui sera le partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire? Avec le président Félix Houphouët-Boigny de la France, le président Bédi également. Aujourd'hui, le président Gbagbo positionne la Chine. Vous, qui sera le partenaire privilégié de la Côte Le d'Ivoire? partenaire privilégié avec le président Kona Kouadio-Siméon sera la communauté économique internationale. Nous sommes à un stade où on ne parle plus de partenaires privilégiés. On parle de relations mutuelles et de relations profitables mutuellement. J'engagerai la Côte d'Ivoire où se trouve son intérêt. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je fais partie d'une génération qui n'a de complexe à avoir avec personne. Je discuterai d'égal à égal avec les uns et les autres dans le respect scrupuleux, dans la courtoisie africaine et ivoirienne. Et croyez-moi que je prendrai la décision qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'absence de la Côte d'Ivoire au défilé du 14 juillet à Paris? J'aurais été président de la République, j'aurais autorisé ce défilé à mon pays. Vous êtes candidat indépendant. Si vous perdez cette présidentielle, allez-vous créer un parti politique ou allez-vous être encore indépendant dans 5 ans? Je vous ai dit, madame, que je suis candidat par mission. Celui qui me met en mission n'échoue jamais. Je suis sur un roc qui n'échoue jamais. Je n'envisage donc pas l'éventualité d'une... Comme vous le dites, je ne veux même pas dire le mot. Si vous êtes candidat, si vous êtes élu, pardon, êtes-vous prêt à déclarer votre patrimoine? On reproche souvent... Oui, bien sûr. Bien sûr. Si nous validons une telle loi, je le ferai. Mais je peux vous dire, madame, vous n'aurez pas grand-chose sous la dent. La politique en Afrique, en Côte d'Ivoire, est source d'enrichissement. Les Ivoiriens se plaignent de cela. On a souvent de nouveaux riches. Est-ce que vous avez une politique pour lutter contre cela? Ah oui. Vous touchez là à la question de la corruption, à la question de l'enrichissement rapide, de l'enrichissement illicite. C'est un gros problème. Je suis de la génération qui veut faire bouger les choses, qui veut donc faire évoluer les mentalités sur cet aspect. Je crois que nous devons faire montre d'un peu d'intégrité et vivre avec ce que nous avons. Croyez-moi, sur ce plan, au niveau de la corruption, ça sera la tolérance zéro. Très bien. Alors, je voudrais compléter la question d'Evelyne. Dans certains pays, quand on voit qu'en très peu de temps, le train de vie d'un citoyen change, quelqu'un qui n'avait rien, en l'espace d'1 an, 2 ans, on voit qu'il a toutes les grosses cylindrées, se construit une résidence 5 étoiles, on mène une enquête pour voir d'où provient cette fortune spontanée. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas, vous? Je ferai exactement cela. Si vous regardez mon projet de société, j'ai dit je crée un haut comité de contrôle et d'audit qui va donc veiller un peu à la vie des uns et des autres. Mais c'est comme ça. Si vous allez aux États-Unis, vous roulez dans un véhicule dernier cri, vous avez le FBI qui vous espionne. Même s'il leur faut 2 ans, ils le feront. Mais un jour, ils trouveront votre source
de revenus. Il faut le faire. Le chef de l'État, il est chef de l'État, il doit avoir l'œil partout et il doit s'inquiéter quand il y a certaines choses pas très claires. Très bien. Alors, pour conclure sur ce chapitre, M. Konakwadjo Simeon, vous êtes venu à la politique, vous êtes candidat à la présidentielle parce que vous avez eu une révélation divine et vous êtes donc là, vous vous présentez devant les Ivoiriens parce que Dieu vous a donné une mission. C'est bien cela, hein? Exactement. Il y a d'autres Ivoiriens qui ont eu des révélations totalement différentes. On verra bien au soir du 31 octobre quelle sera la vérité. Vous savez, les révélations, la prophétie vient de 3 sources. Il y a notre esprit qui nous parle, il y a l'esprit du diable qui parle, et puis il y a l'esprit de Dieu qui parle. La différence de tout ça, c'est dans l'application. Je vous donne rendez-vous au soir du 31 octobre et nous allons alors célébrer à la gloire de Dieu ce qui est la vraie prophétie de Dieu. Très bien, c'est la fin de ce premier chapitre. Je voudrais accueillir maintenant Paulin Zobo de Fraternité Matin pour le deuxième thème de cette émission. Merci. Voilà, avec Paulin Zobo, nous allons aborder le volet économique de cette émission. Bonsoir Paulin. Bonsoir. Alors, bonsoir. si vous m'autorisez, je voudrais poser une première question à notre invité, M. Konakwadjo Simeon. Vous êtes administrateur de société. Quel est le diagnostic que vous faites de la situation économique de notre pays? Notre situation économique est exempte. Aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge. Et la capacité de résistance de notre économie a atteint là ses limites. C'est pour ça que ces élections sont cruciales et qu'il faut y aller assez rapidement. Quand vous passez 8 ans de crise, quand vous vivez sur une portion du territoire, bien entendu, vous n'avez pas tous les moyens, les ressources budgétaires pour continuer. Nous l'avons fait jusque-là parce que nous sommes solides. Mon diagnostic, c'est que la situation est grave. Nous sommes dans un marasme économique. Il urge de relancer assez rapidement l'économie, la relance économique et même la reprise du développement. Alors, peut-être une deuxième question. Tous les ménages aujourd'hui se plaignent de la flambée des prix, des denrées de première nécessité. Est-ce une fatalité? On nous dit que tout coûte cher sur le marché. Est-ce une fatalité? Le candidat Konakwadjo Simeon, il fait quoi pour stopper cette flambée des prix? Vous posez là un problème essentiel, M. Brouaka Pascal. La cherté de la vie a atteint aujourd'hui un niveau décrié par tous. Vous savez, le revenu par tête d'habitant n'a cessé de baisser depuis si longtemps, alors que tous les produits ont augmenté. Et de sorte, donc la conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le taux de pauvreté cumule à près de 50%. Et c'est là, je pense, la grande attente de l'Ivoirien. C'est là que le président, le futur président de la République est attendu. Parce que je considère qu'au bout de 6 mois, si l'Ivoirien ne constate pas un changement qualitatif dans son assiette, eh bien ce président aura déjà échoué. Et là-dessus, j'ai ma solution. Si vous voulez, nous pouvons y aller. Justement, M. Kwadjo, vous avez opté pour le libéralisme économique, qui est la politique économique en vigueur depuis le président Houphouët-Boigny. Alors, concrètement, dans les 6 mois à venir, si vous étiez élu, qu'est-ce que vous allez faire en faveur des pauvres? Je vous l'ai dit, il y a une urgence aujourd'hui dans un cas. Si vous posez la question à un Ivoirien, il vous dira « j'ai faim ». Il vous dira je suis malade, je n'arrive pas à me soigner. Il vous dira l'insécurité est effrayante. Alors donc, il faut faire en sorte que l'Ivoirien puisse au moins, dans les 6 mois, vous l'avez dit, et vous avez dit le pauvre, malheureusement, cela est une réalité. Quand vous avez dans un pays plus de 50% déclarés pauvres, sans que les autres ne soient riches, c'est un gros problème. J'ai une solution, qui est une solution qui est simple. Pourquoi il y a cherté de la vie?
il y a cherté de la vie, tout simplement, parce que la production n'est certainement pas importante. Ce n'est pas concevable. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays immensément béni, où tout pousse. Je vous dis, monsieur, si vous jetez n'importe quelle semence sur le pont Félix Houphouët-Boigny, ça pousse. Je vais travailler à la production. Et comment? Aujourd'hui, le pauvre dont vous parlez est même pour moi au-delà de la pauvreté. Dans bien de cas, on n'est pas loin de l'humanitaire. La Côte d'Ivoire a un brave peuple, travailleur. Mais la situation ardue de crise, la dureté, l'âpreté de la crise a fini par avoir raison de cette bravoure. Et depuis 10 ans, moi, je suis dans les villages. Je lis dans les yeux de mes compatriotes l'impuissance. Je vous comprends bien. Vous allez lutter par le travail pour que la pauvreté diminue. Je vous dis, les 6 premiers mois de votre mandat, les Ivoiriens aimeraient savoir si vous allez bloquer les prix des denrées de première nécessité, par exemple le riz, exemple comme la banane, les vivriers. Est-ce que concrètement, M. Kouadio Simeon va réduire les prix des denrées alimentaires en attendant la production? Si vous me laissiez développer mon raisonnement, vous aurez compris ce que je vais faire. Nous sommes dans le libéralisme économique où on ne bloque pas de prix. J'étais en train de vous démontrer qu'il va falloir porter une assistance à cet Ivoirien qui, pour moi, est un peu comme dans le coma. Le prochain président de la République qui arrive, comme le médecin qui arrive devant un malade dans le coma, doit, avec célérité, donner une thérapie de choc et exciter un peu le malade, ne serait-ce que pour ne pas qu'il s'enfonce. Ce que je ferai, je décréterai l'assistance de l'État au service de ces populations qui vivent cette situation difficile, en quelque sorte aussi par la défaillance de l'État. Je compte, et c'est l'une des actions marquantes de mon quinquennat, je compte instituer une aide forfaitaire à chaque village. Nous en avons à peu près 12 000. Chaque village, sous mon mandat, aura une assistance financière. Ce n'est pas le retour de l'État providentiel. Mais je dis, aujourd'hui, si nous n'excitons pas un peu nos parents, ils ne pourront pas bouger. Quelquefois, ça tient à 10 000 francs, ça tient à 15 000 francs. Je ferai en sorte que chaque village, dès mon élection, ait une subvention. Ce sera quoi? En fonction de la taille du village? Bien entendu. Et c'est quoi? C'est une assistance financière pour faire quoi? Exactement, à l'attention des jeunes, des femmes et même de la chefferie traditionnelle. Pourquoi? Eh bien, pour relancer l'activité économique dans le village. Savez-vous que dans chaque village de Côte d'Ivoire, il y a une potentialité, il y a une spécificité. Je veux que les jeunes, je veux que les femmes, donc par le village, nous commencions par produire plus, nous envahissions nos marchés, ainsi le coût de la ville va baisser. Ainsi, sans avoir à bloquer le prix du riz, on produira plus de riz et je pense que comme ça, l'Ivoirien pourra se retrouver. Sur la question, est-ce que vous allez distribuer de l'argent aux populations ou bien vous allez financer des projets? Nous allons financer des projets. Nous avons déjà commencé avec nos experts. Nous avons une étude détaillée. Nous savons qu'est-ce qui pousse où. Nous savons quelles sont les potentialités de quelle localité. Et quand nous allons dans le village, il ne s'agit pas de dire, monsieur le chef du village, vous avez 5 millions. Nous disons, chez vous ici, vous pouvez faire de l'arachide. Chez vous ici, vous pouvez faire du manioc. Eh bien, nous vous apportons l'aide de l'État pour vous permettre de démarrer cette activité, étant entendu que nous mettrons un certain nombre de mécanismes pour que ces projets puissent être appuyés par ailleurs par d'autres bailleurs de fonds. Je suppose que vous parlez de produits vivriers. Alors, quelle sera en ce moment la place du café et du cacao qui reste encore des cultures dominantes en Côte d'Ivoire? Oui, le café et le cacao n'ont rien à voir dans la cherté de nos produits sur le marché. Si vous voulez, ce que je peux dire sur le café et le cacao, qui reste encore, et je pense qu'il restera encore pour quelques années, les mamelles
de notre économie. Je pense que nous sommes déjà sur une bonne pente. Les prix semblent s'améliorer, mais ce n'est pas tout. Il faut penser à nos vergers. Nos vergers sont vieillissants. Et il faut faire en sorte que la cacaoculture, que nos plantations soient recyclées. Il faut apporter plus qu'aujourd'hui vraiment l'assistance de l'État. Je regrette. Là, je compte faire une action majeure. Je pense que le monde paysan n'est pas aussi encadré que par le passé. Cette politique qui nous a valu d'être aujourd'hui premier producteur de cacao n'est pas aujourd'hui de mise. Il faut revoir un peu les choses. Et là-dessus, je ne vous apprendrai rien quand on regarde tout le cafouillage et la gabégie qui existent dans la filière café-cacao. Je crois qu'il faut faire revenir les mécanismes d'antan et faire en sorte que nous reprenions les bonnes habitudes au niveau du café et du cacao. Pour un libéral, vous mettez beaucoup l'accent sur l'assistance de l'État. Et vous n'évoquez pas la possibilité des opérateurs économiques privés. Alors, quelle est leur place dans votre programme? Je réponds aux questions que vous me posez, monsieur le journaliste. Si vous me posez maintenant la question de savoir ma politique pour les opérateurs économiques, je vous dirais que, bien entendu, quand je veux donner du travail aux Ivoiriens, ce n'est pas sur l'État que je compte. L'État absorbe très peu. C'est l'initiative privée. Et là-dessus, au sortir de cette crise, l'État a un certain nombre de responsabilités à prendre. Et je pense que l'État doit affirmer cette responsabilité-là. J'affirmerai cette responsabilité auprès des opérateurs économiques. Je pense par exemple à tous ces préjudices que pas mal de sociétés ont dû subir, je peux dire, par la défaillance de l'État. Quand j'arriverai, eh bien, je verrai quelles sont les réparations nécessaires que nous voulons faire, mais sur le plan spécifique du privé, je pense qu'il faut revoir un peu nos taxes. Il faut revoir un peu notre environnement judiciaire. Il faut assainir cet environnement. Il faut voir un peu nos procédures qui sont quelquefois trop longues pour encourager l'implantation, l'installation des partenaires ici. Sur ces questions-là, je veux mobiliser l'énergie de l'État pour qu'on ait de l'investissement massif en Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous nous développiez une idée que j'ai notée dans votre projet. En parlant de l'emploi des jeunes diplômés, vous parlez des dispositions spéciales pour les accompagner. Vous parlez aussi de promotion de l'entrepreneuriat par pool de spécialités. Concrètement, ça veut dire quoi? Oui, c'est simple. Je pense que l'État a le devoir, là aussi, d'affirmer sa solidarité et son assistance à nos jeunes diplômés qui sortent de nos grandes écoles, de nos universités et qui ont besoin d'emploi. Je pense qu'il appartient à l'État de voir comment on peut, par certaines mesures, par certains allègements, permettre à des sociétés qui accepteront notre contrat social d'employer ces jeunes. Et vous savez quelquefois que ces jeunes n'arrivent pas à partir de Yopougon au port pour ne serait-ce que postuler pour un poste. Il faut voir comment nous pourrions les aider. Nous avons une société d'État qui pourrait éventuellement aider ces jeunes-là à aller pour les premiers emplois. Voilà un peu les assistances, les idées que je voulais développer. En plus, moi je veux une école qui ne forme pas des gens qui viennent chercher du travail. Je veux une école qui forme des gens à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire des gens qui vont plutôt créer des emplois, des gens qui vont créer des richesses. Et cela, je veux pouvoir le faire par pool de spécialités en réalité. Voilà un peu ce que je voulais dire. Au niveau de la cherté de la vie, il y a un aspect important qui préoccupe les Ivoiriens, c'est le coût du pétrole, le coût du carburant à la pompe. Alors, pour vous, est-ce que vous avez une recette à votre arrivée au pouvoir pour que le coût du carburant soit réduit? Je ne veux pas faire de démagogie. Vous savez, le pétrole est géré, excusez-moi, de façon un peu opaque quand même. De sorte que ont accès aux informations et aux vraies informations que ceux qui sont à un certain niveau.
je n'ai pas encore atteint ce niveau. Mais je pense aussi, comme les Ivoiriens, que le pétrole est cher chez nous. Ce n'est pas normal, c'est vrai, nous ne sommes pas encore le Koweït et autres, mais nous produisons quand même du pétrole. Et ce n'est pas compréhensible que, alors que nous en fournissions à côté, à des pays voisins, là-bas le prix est bas et que chez nous, les prix soient à ce niveau. Je pense en arrivant, s'il y a quelque chose à faire, si je trouve quelque chose, une certaine anormalité là, je corrigerai ça avec diligence. Concernant justement, par rapport à la question de l'énergie, vous avez mis l'accent dans votre programme que nous avons là sur l'énergie renouvelable et dans tous ces domaines, dans tous ces compartiments. Alors concrètement, est-ce que vous avez les moyens d'une telle politique et sur qui vous comptez au niveau national et au niveau extérieur pour ces énergies renouvelables? Sur qui je compte sur l'État de Côte d'Ivoire. Comme d'habitude. Bien entendu, je serai le président de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, il gère la Côte d'Ivoire avec le budget de l'État. Mais pour les énergies renouvelables, je peux vous dire que des partenaires se bousculent à nos portes. Tout est une question de volonté politique. Il faut que nous diversifions un peu les sources de financement de notre économie. Et je pense que quelquefois, l'État n'a tout simplement qu'à créer les conditions, à manifester la volonté politique. Et puis les financements s'obtiennent. Au-delà, sachez que la Côte d'Ivoire est un pays solide. Nous sommes un pays avec près de 500 milliards. Je pense que si toutes les recettes tombent effectivement dans les caisses de l'État, nous ne devrions pas être loin de 3 000 milliards. Nous sommes un pays sérieux. Et ce pays-là doit pouvoir se projeter, doit pouvoir faire en sorte que toutes ces énergies qui ailleurs constituent une autre source, une autre mamelle de développement, puisse être une réalité chez nous. Vous promettez de faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé à moyen terme en créant une unité de transformation dans chaque capitale régionale. Vous avez chiffré tout cela? Oui, absolument. Laissez-moi vous dire, d'abord, comme je vous l'ai dit, si nous voulons faire progresser l'agriculture, il y a une chose qu'on a chantée depuis 30 ans, qu'on n'a jamais fait. Il faut le faire. La mécanisation. C'était une promesse du président Félix Houphouët-Boigny. Eh bien, vous savez que je m'honore de m'inspirer de l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny. D'ailleurs, permettez à ce moment de marquer un arrêt pour rendre hommage à cet homme. Aujourd'hui est le 18 octobre. Comme par hasard, c'est ce jour que vous me prenez. Permettez-moi de lui rendre un vibrant hommage pour son action pour ce pays. Un vibrant hommage pour la culture, pour l'éducation qu'il a inculquée à son pays. Et donc, je fais la promesse aujourd'hui de réaliser cette promesse. Très bien. Alors, vous êtes jeune. Vous vous réclamez de Félix Houphouët-Boigny. Dans le champ politique, vous avez des aînés qui se réclament de Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qui vous différencie de ces aînés au point que vous décidez vous-même de briguer la magistrature suprême? Vous n'aurez pas pu vous mettre avec eux. Vous dites, nous réclamons tous de Félix Houphouët-Boigny, mais je suis candidat. Moi, je ne suis pas... En sachant bien que la tâche, c'est très difficile. Je ne fais pas partie de l'héritage politique du président Félix Houphouët-Boigny. Je dis, je m'inspire de sa vision. Je suis, je vous l'ai dit, membre de la société civile. Je ne suis pas un politicien. J'arrive par la volonté du Tout-Puissant, je vous l'ai dit. Mais là, vous êtes en plein dans la politique. Oui, bien entendu, mais je ne suis pas un politicien. Je suis en train de devenir un homme politique, c'est différent. Donc, si vous voulez, je voulais revenir sur l'industrialisation. Quand j'ai parlé des unités de transformation, vous me demandez des chiffres. C'est ça, des chiffres. Sachez une unité de transformation qui est différente d'une usine, une unité de transformation, c'est à peu près 4 milliards. Je veux en créer dans chaque chef-lieu de région pour pouvoir
donner un plus-value aux productions que je veux, à la production donc, que je veux encourager. Et faire en sorte, ainsi, de permettre à l'agriculteur moderne de vivre de l'agriculture, de vivre de sa culture et non de faire la culture pour manger. Le nouveau discours depuis quelques années, c'est la bonne gouvernance. Et vous en avez fait cas abondamment dans vos documents, bonne gouvernance politique, économique, administrative, judiciaire. Et l'aspect judiciaire dans le domaine des affaires est très important. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la justice ivoirienne et qu'est-ce que vous envisagez faire pour que l'environnement des affaires soit assaini? Je pense, cher monsieur, que le problème de la justice est un problème connu de tous. Aujourd'hui, le blason de cette justice n'est pas au plus haut de sa noblesse. Il y a des problèmes qui ont pour nom lourdeur administrative, même là-bas aussi des problèmes de corruption. Le droit, en tout cas la loi ne semble pas être la même pour tous. Quand vous n'avez pas de moyens, quand vous n'avez pas de soutien, vous êtes, avant même d'arriver au procès, vous êtes déjà déclaré à tort, ou en tout cas vous êtes déclaré perdant. Je pense qu'il faut revoir ça. Il n'y a pas une relance économique, il n'y a pas de l'investissement massif dans un pays si ces investisseurs n'ont pas confiance en la justice de ce pays. Il faut y travailler, je pense, pouvoir y jeter un coup d'œil, regarder un peu les conditions, je veux même dire, voir sur le triple plan humain, institutionnel et opérationnel, qu'est-ce qui ne marche pas. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, les conditions de travail ont été revues. Eh bien, je regarderai. S'il y a des efforts à faire, nous continuerons de faire en tant qu'État, mais j'exigerai de la part de ces pratiquants du droit de travailler consciencieusement et de faire en sorte que la loi soit la même pour tous. Sur le plan justement économique, est-ce que vous avez des modèles de développement que vous voulez instaurer en Côte d'Ivoire, ou bien est-ce que des cas comme le Japon, comme la Chine, comme la Corée vous intéressent, ou bien c'est les pays européens? Non, j'ai un faible pour le modèle coréen. Vous savez, la Corée est un pays qui est 3 fois plus petit que la Côte d'Ivoire. Donc sur ce tiers, vous avez un seul tiers qui est praticable. Et il y a une trentaine d'années, ce pays était au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Corée est un des grands pays. Et je souhaiterais que la Côte d'Ivoire emprunte cette voie, ce modèle de développement. Bien entendu, il y en a pas mal. Et on dit que c'est le travail qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui fait que les Ivoiriens ne travaillent pas suffisamment, comme beaucoup aiment à le dire? Alors, et est-ce qu'il y a des recettes particulières? Est-ce un problème culturel? Ou bien est-ce simplement un mépris? Le peuple de Côte d'Ivoire est un brave peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple travailleur. Mais vous savez, depuis une vingtaine d'années, je vous l'ai dit, nous ne sommes plus dans le cadre d'un pays normal. Les activités ne sont plus normales. La politique a un peu pris en otage toutes les autres activités. Regardez un peu l'école. Alors, comment faites-vous quand dans un pays, tous les 2 mois, tous les 3 mois, il y a des soubresauts, il y a des troubles? Donc, dans ces conditions, bien entendu, le travail prend un coup. Mais je vous dis, 50 ans après, le moment est venu de reconsidérer les choses. C'est vrai que les Ivoiriens, il semble que nous avions été un peu gâtés par le vieux. Eh bien, le moment est venu de réaliser que le vieux n'est plus, que le monde se mondialise, que nous allons devoir donc puiser dans notre génie propre pour survivre dans ce monde globalisé. Dans le domaine de l'intégration sous-régionale, il a été constaté à plusieurs reprises, notamment par nos parlementaires, qu'il n'y a pas une égalité dans les échanges, notamment dans le domaine de la circulation, la libre circulation des populations, des personnes et des biens, la libre circulation
au niveau de l'établissement aussi des personnes dans les pays. Lorsque les Ivoiriens tentent de s'installer à l'étranger, notamment dans la sous-région, ils ont des difficultés, contrairement à ce qui se fait pour les étrangers en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de réciprocité. Alors, est-ce que vous avez, vous, un chemin pour que la Côte d'Ivoire soit acceptée, les Ivoiriens soient acceptés à l'étranger? Oui, je vous l'ai dit quand on a parlé un peu d'immigration, il faut revoir tout ça. Chaque pays, au-delà de l'intégration sous-régionale, chaque pays a quand même sa façon de gérer ses administrés. Et c'est pour ça que je dis que l'intégration ne veut pas dire liberticide. Il faut regarder quand même. Vous le dites vous-même. Les Ivoiriens n'ont pas droit, par exemple, à un certain nombre de choses dans certains pays. Ici, nous n'avons pas ces dispositions. Je ne veux pas créer ces dispositions. Mais je vous ai dit, je ferai en sorte que l'Ivoirien, partout où il sera, puisse compétir d'égal à égal, même avec l'autochtone. Alors, dans la même veine, M. Konan Kouadio, il y a des Ivoiriens qui sont mécontents, qui disent que certains pans entiers de notre économie sont aux mains des étrangers. Nous ne sommes pas des opérateurs économiques, mais nous sommes dans le peuple. Ce sont des choses que nous apprenons. Vous qui êtes administrateur de société dans le domaine économique, est-ce que vous êtes informé de cela et qu'est-ce que vous comptez faire, si cela est vrai, pour que les Ivoiriens puissent exercer tous les métiers dans leur propre pays? Je pense qu'il faut encourager les Ivoiriens à prendre leur place partout. Est-ce que vous le savez, ça? Je sais. J'ai des informations, j'ai vérifié et je peux vous dire, hélas, qu'il y a cet état de fait qui prévaut. Je crois que ce n'est pas acceptable. Et nous devrions regarder de très près. Mais il n'y a pas eu de loi, il n'y a pas eu de décret pour qu'il en soit ainsi. Je regarderai de très près et je pousserai les Ivoiriens à prendre pied dans ces secteurs. La question, c'est quoi? Essentiellement, c'est une question économique. Ces gens qui arrivent s'organisent et constituent des lobbies, des réseaux puissants. Et comme tout se fait avec des moyens, l'Ivoirien n'ayant pas ce dispositif derrière, n'ayant pas ce soutien, se retrouve à la concurrence et est battu d'avance. Il faut faire en sorte que l'Ivoirien, dans son pays, ne soit pas le parent pauvre. C'est pour ça que je veux mobiliser l'énergie et les moyens de l'État pour que l'Ivoirien ne soit pas folklore, que l'Ivoirien ne soit pas ridicule dans un pan de l'économie de la Côte d'Ivoire, simplement parce qu'il n'aurait pas eu la caution ou il n'aurait pas pu tenir la concurrence. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que quelquefois, ces personnes que vous citez organisent une sorte de dumping, cassent totalement le prix parce qu'un Ivoirien serait arrivé, et puis le temps qu'on l'expurge, on revient, on remonte. Je pense que ce sont des choses que nous allons regarder. Ça ne me paraît pas acceptable dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Une dernière question de Pauline Zobo sur le chapitre économique. Aujourd'hui, tous les travailleurs moyens, les cadres ont des soucis. C'est la question du logement. Il faut, au bas mot, entre 15 et 20 millions pour avoir un logement moyen. Alors, est-ce qu'avec M. Kouadio Siméon, président... Konan Kouadio Siméon. M. Konan Kouadio Siméon. Pour ne pas que vous vous trompez le jour du vote. Hein. Konan Kouadio Siméon, président de la République, demain, est-ce que vous comptez prendre en charge la moitié du coût du logement pour que le maximum d'Ivoiriens puissent en posséder? M. Konan Kouadio Siméon ne va pas prendre la moitié du coût du logement. Peut-être que vous voulez parler de l'État. Mais je voudrais vous dire que la question du logement est effectivement une question cruciale. C'est le droit légitime de tout citoyen d'aspirer à la propriété, à l'accès à la propriété. Et là-dessus, je compte revenir à la politique qui a permis à beaucoup d'Ivoiriens d'avoir un logement. Je pense qu'il faut revenir un peu à la politique des SICOGI, des SOGEFIA. Vous savez ce que je déplore un peu quelquefois? C'est que chez nous, quand une société est mal gérée, on casse la société, au lieu de virer celui qui a mal géré. Je ne comprends pas pourquoi on mettrait donc un terme à cette belle politique. Je pense que l'État doit pouvoir
ressusciter cette politique pour permettre à nos concitoyens de pouvoir, sur un long moment, s'acquérir une maison. Et bien entendu, par une interaction avec le privé, nous verrons aussi comment lever les taxes sur un certain nombre de choses, je pense aux matériaux de construction et autres, pour que, à ce niveau-là aussi, des programmes soient mis au service des Ivoiriens, que ce soit des programmes qui permettent à ces Ivoiriens de pouvoir avoir accès à la propriété. Si vous êtes élu président, vous augmentez les salaires qui sont bloqués? Oui, ben là aussi, c'est une aspiration légitime pour le travailleur d'espérer une augmentation. Et je pense que la Côte d'Ivoire est un pays solide. Eh bien, il doit l'être pour le pays, mais il doit également l'être pour le citoyen. Je regarderai, selon donc les possibilités qui s'offrent à l'État, si nous pouvons débloquer les salaires. C'est un souci pour moi aussi. Merci à Paulin Zobo de Fraternité Matin. J'accueille maintenant Ignace Kakou de Radio Côte d'Ivoire pour le troisième et dernier thème de cette émission. Bonsoir Ignace. Bonsoir Pascal. Alors, votre première question porte sur l'école ivoirienne. Oui, l'école ivoirienne dans la tourmente, grève par-ci, violence par-là, et la conséquence de tout cela, M. Kouadio Simion, c'est les résultats catastrophiques qui nous ont été donnés de voir ces 2 dernières années. Quel est votre plan pour la réforme de l'école ivoirienne? Exactement. L'éducation, donc l'école, est le socle du développement d'un pays. Ces derniers temps, malheureusement, encore une fois, à l'image même du pays, notre école est dans une situation déplorable. Je pense que les solutions ne peuvent pas être des solutions miracles. Il faut déjà faire l'état des lieux. J'ai dit que je réunirai les états généraux de l'école, mais les états généraux, il y en a tellement eu. Les résolutions existent. Il faut regarder. Je pense qu'il y a 2 ou 3 problèmes. D'abord, je veux une école au rôle redéfini dans la société d'aujourd'hui. Notre école doit pouvoir produire les élites de demain. Pour cela, il faut que le programme, il faut que l'enseignement enseigné puisse être en adéquation avec les besoins du marché. Donc, il ne faut plus former pour former. Il y a ça qu'il faut voir. De 2, il y a l'étudiant, il y a l'élève. Je pense qu'il faut échanger avec nos enfants et leur expliquer que c'est d'abord dans leur intérêt. C'est dans l'intérêt de leur propre formation, de leur propre éducation. Il faut extirper il faut extirper la politique de l'école. Si nous devions diagnostiquer, je pense que depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, l'école a été investie par la politique et nos enfants font plus de politique que d'éducation. Vous n'êtes pas pour le syndicalisme à l'école? Je ne suis pas pour le syndicalisme à l'école. La FECI vous regarde? Oui, mes amis de la FECI que j'aurai comme interlocuteurs seront contents de savoir que je me préoccupe de leur avenir. De savoir que leur intérêt, c'est de regarder d'abord leur propre formation. Moi, je veux plutôt échanger avec la FECI, donc avec toutes les organisations, toutes les associations à l'école, sur les conditions de la bonne éducation, de la bonne formation pour eux. Et je vais leur demander qu'on extirpe les problèmes politiques. Mais croyez-moi, j'observe l'évolution de cette FECI et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il s'agit d'une organisation responsable et nous pouvons compter sur ses frères, sur ses enfants qui ont gagné en maturité. Et je pense qu'ils ont compris que leur place, c'est à l'école et non dans la rue. Il y a aussi les enseignants qui désertent les écoles, les amphithéâtres pour des cabinets ministériels. Comment faire pour que l'enseignant
gagne sa vie avec son métier plutôt que d'aller voir ailleurs où peut-être les choses sont un peu plus faciles. Mais d'abord, il faut restaurer la crédibilité de l'enseignant. Vous voyez, aujourd'hui, avec la propension à la violence de nos élèves, l'autorité du maître n'existe plus. Je veux une école où le maître est respecté. Et quand cela est fait, il faut regarder aussi les conditions de travail. Une école où les élèves et les étudiants s'élèvent à l'entrée du professeur. Oui, bien entendu. Ce n'est pas normal. Il faut revoir ça. Il y a tout un travail de mentalité que nous devons faire. Il y a des échanges vraiment fraternels, des échanges, je devrais dire, dans un sens vraiment sentimental avec nos enfants à avoir, n'est-ce pas? Les maîtres, les enseignants, qu'est-ce qu'il y avait de plus précieux pour nous? Nous autres, quand on voyait le maître venir, ben, nous ne pouvions pas nous permettre d'attendre si nous étions même en train de faire quelque chose. Aujourd'hui, le maître n'est pas respecté. Il faut restaurer cela. Alors, M. Kounan Kouadio Simeon, en 1960, c'est-à-dire l'indépendance, la Côte d'Ivoire a accordé 40% de son budget à l'école ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes à 20% du budget national, donc consacré à l'éducation. Vous, lorsque vous allez accéder au pouvoir, quel sera le budget de l'école? Vous m'avez dévancé sur ce point. J'allais citer ça comme un point de la déchéance ou de la dégradation de la situation. Le président Félix Houphouët-Boigny mettait 43% du budget pour l'éducation. Et aujourd'hui, nous pouvons tout dire, mais la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui regorge de ressources humaines en quantité et en qualité extraordinaire. Il faut revenir à la formation. Je vous l'ai dit, c'est le socle du développement. Il faut faire en sorte que ce budget soit relevé. Je peux vous dire, au niveau d'un certain ordre d'enseignement, par exemple l'enseignement technique, qui semble aujourd'hui ignoré, qui semble négligé, il n'y a même plus de plateau technique. Il faut revoir. À combien vous évaluez le budget? Ben, le budget, il faut le remonter. Moi, je pense que dans la situation actuelle, il faut remonter le budget de l'école, de l'éducation, à au moins 35%. Oui, c'est important. C'est pas là qu'on perd de l'argent. Au contraire, c'est là qu'on crée la richesse de demain. Il faut le faire. Alors, vous parlez aussi dans votre projet de société d'école gratuite. Qu'est-ce que vous mettez dans le terme gratuit? École gratuite pour les enfants en âge d'être scolarisés. L'école ne peut pas être gratuite jusqu'au doctorat. Je pense que c'est le devoir de l'État d'accompagner tout Ivoirien qui est en âge scolaire. Il faut donc permettre, voir si nous pouvons aller jusqu'à un certain niveau. Je pense que l'État peut pousser jusqu'en 6e. On peut faire ça. Vous comptez établir une passerelle entre l'éducation nationale et puis l'enseignement professionnel. Alors que c'est un programme qui existe déjà. Quelle sera l'innovation de votre projet? Ah non, je ne sais pas si ce programme existe vraiment. Ma philosophie, ma logique est que il est évident que tous nos enfants n'ont pas les aptitudes, n'ont pas les possibilités d'aller jusqu'au doctorat. Il se trouve qu'en cours de route, certains vont être laissés sur le bord du chemin. Je dis, il faudrait qu'à tous les niveaux, nous puissions donc créer des passerelles, c'est-à-dire qu'on permette à cet enfant qui ne peut plus continuer de pouvoir passer dans une autre forme de formation, une formation qualifiante, apprendre un métier qui sorte et qui lui permette de travailler. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne crois pas que cela existe à tous les niveaux de notre système éducatif actuellement. Ok, vous dites bien tous les niveaux. On va parler de santé si vous le voulez, pour donc avancer. Alors aujourd'hui, l'automédication prévaut sur les soins ordinaires. Les Ivoiriens préfèrent se soigner dans la rue. La raison, naturellement, c'est la pauvreté. Est-ce que vous avez un plan pour que les Ivoiriens se soignent convenablement? L'idéal pour nos concitoyens serait qu'on arrive à la gratuité des soins pour tous, serait qu'on arrive à une assurance universelle.
Mais la réalité, malheureusement, bat en brèche l'optimisme que nous avons tous à ce niveau-là. Cependant, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire. Bien entendu, avec la persistance de cette crise, l'État n'a pas pu honorer, j'ai failli dire, sa mission de rapprochement de la santé vers les populations. La politique de création de centres de santé, de cases de santé, tout ça a dû s'arrêter depuis un certain nombre de temps. Je pense que dans quelques semaines, quand nous serons aux affaires, la situation de la crise qui avait favorisé cet état de fait n'étant plus de mise, nous allons pouvoir mobiliser les ressources budgétaires pour repartir à l'assaut de cette politique d'implantation des centres de santé et autres. Quand vous dites, Cependant, quand vous dites mobiliser les ressources, vous avez des chiffres, ça va coûter combien? J'espère que vous avez une idée de ce que vous voulez faire. Construire des centres de santé dans chaque capitale régionale, comme au niveau de l'industrialisation, vous avez une idée des chiffres? non, pas de chiffres. Mais la santé, vous savez, c'est un peu... c'est le gros poste qui vient après l'éducation. Il faut remonter ça. Je n'ai pas un chiffre précis, mais je pense que nous pouvons, au moins dans les grandes agglomérations, construire des centres de santé. Cette politique était déjà très bien partie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la prévention, pour moi, sera un axe majeur de ma politique sanitaire. Quelquefois, vous savez, de simples dispositions, de simples comportements permettent d'éviter la maladie. Donc, je ferai beaucoup plus de prévention en attendant que nous ayons des moyens pour continuer dans la construction des CHU et autres. Il faut faire beaucoup de prévention. Vous avez une expérience en la matière parce que vous avez créé Médecins pour tous qui a disparu. Tout à fait. Nous savons cela. Quelle est cette expérience que vous allez mettre dans la prévention? Vous le dites si bien. Quand j'ai mis en place avec des amis médecins pour tous, c'était pour rapprocher la médecine qui était alors un luxe à la population. Mais ça n'a pas marché. Ça a marché. Ça a marché, monsieur. Et pourquoi ça a disparu? Nous avons réglé le problème. Nous avons réglé une bonne partie du problème des jeunes médecins. Nous avons permis à d'autres d'entrer dans ce secteur. Et aujourd'hui, il existe pas mal de structures qui font de la médecine de proximité, de la médecine à domicile. Nous avons donc été précurseurs. Et pourquoi ça a disparu? Et ça n'a pas disparu. Si je vous explique mon histoire, je vous ai dit que le 21 février 2001, j'ai eu une vision. Cette vision qui me conduit aujourd'hui à la place où je suis, candidat à l'élection présidentielle, m'a interdit toute autre activité. Depuis 10 ans, j'ai dû donc abandonner toutes mes activités, toutes mes affaires pour me consacrer qu'à l'œuvre du pardon, de la réconciliation et de la paix. Et pour entamer votre marche vers le palais présidentiel? Pour entamer naturellement ma marche vers le palais présidentiel. En parlant de la santé, vous avez dit ceci, je ferai reculer la maladie et confiner la mort dans sa proportion naturelle. Ça veut dire quoi? Oui, M. Brouaka, aujourd'hui, on meurt quelquefois de maladies banales. Pour 100 francs, on meurt aujourd'hui. Je ne considère pas ça comme des morts naturelles. Je veux faire en sorte qu'aucun Ivoirien ne meure parce qu'il n'a pas eu 100 francs pour acheter un cachet d'aspirine. Je veux faire reculer la maladie parce qu'avec notre politique de construction de centres de santé, de cases de santé, nous allons encourager, nous allons exhorter les Ivoiriens à aller dans ces centres pour recouvrer la santé et non à la rencontre de la mort comme c'est bien souvent le cas aujourd'hui. En réalité, ce sont les médecins, les infirmiers qui vont faire reculer la santé. Or, aujourd'hui, la question de la révalorisation de leur statut s'impose. C'est ce qui explique d'ailleurs les grèves que nous avons donc assistées ces derniers temps. Que comptez-vous faire pour la révalorisation des statuts du corps médical? C'est extrêmement important. Vous savez, les acteurs, les pratiquants dans le système éducatif, je veux parler des enseignants, les pratiquants dans le système sanitaire, je veux parler des médecins, des infirmiers, ça, ce sont des cas qui sont extrêmement importants pour le pays. En arrivant, je ne crois pas tergiverser, en tout cas, je n'entends pas tergiverser sur ces cas, je les réglerai. Mais je les réglerai, bien entendu, en harmonie
avec ce que l'État peut offrir. Mais il faut le faire aussi dans un environnement sain. Aujourd'hui, on sait qu'en Côte d'Ivoire, l'insalubrité a gagné du terrain. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez aussi un plan? Oui, bien entendu. Nous avons pensé à la création d'une brigade de salubrité, à la création effective. Il faut qu'une telle brigade puisse marcher. Vraiment, notre pays, de ce point de vue-là, devrait avoir honte aujourd'hui des ordures, de cet incivisme de l'Ivoirien. Et c'est inconcevable qu'aujourd'hui, 50 ans après, on retrouve encore des citoyens dans les rues en train d'uriner. Ce n'est pas concevable que des Ivoiriens continuent aux yeux et au su de tous de jeter des pots de banane, de jeter. Il faut veiller à cela. Vous savez, une des choses que je tiens à regarder avec attention, c'est le rapport du citoyen avec la loi. Vous ne pouvez pas évoluer dans un pays s'il n'y a pas un balisage, s'il n'y a pas la loi. L'observance et l'application de la loi doit être de mise et de rigueur avec moi. Parce que je peux vous dire, tout ce que nous constatons, tout ce que nous déplorons, ce n'est pas que la loi n'existe pas. C'est tout simplement parce que ces lois ne sont pas appliquées. Il faut le faire. Je ferai de la Côte d'Ivoire, des villes de la Côte d'Ivoire, les villes les plus propres au monde. La gestion de l'insalubrité va au-delà de ce que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire il faut peut-être, aujourd'hui, c'est Akuedo seulement qui accueille les ordures ménagères. Est-ce que vous avez, je veux dire, au niveau de la gestion de la grande insalubrité, oui, bien entendu. Il y a toute une politique de récupération, de traitement des ordures. Il y a des partenaires, je peux vous dire, j'en ai discuté avec pas mal, qui seraient prêts à nous racheter même nos ordures pour les transformer en biogaz, en un certain nombre de choses. Donc ça aussi, ce sont des choses qui nous aideront. Je vous dis, quelquefois, je suis un peu perplexe parce que ce ne sont pas les possibilités qui manquent, ce ne sont pas les financements et les investisseurs qui manquent dans ces milieux, mais je me suis fait dire qu'il y a un autre fléau qui est si préjudiciable pour l'investissement en Côte d'Ivoire, c'est les dessous de table que les gens exigent à un certain niveau et qui font que les gens sont obligés de retourner avec leur argent pour s'installer dans d'autres pays. Alors, la face visible de la dégradation de notre environnement, ce sont les ordures ménagères, c'est le carrefour de l'Indénié, c'est l'érosion qui menace les villes côtières de notre pays. Et quelle est votre recette pour faire face à toutes ces menaces? Par exemple, l'Indénié, votre recette, et ensuite les villes côtières qui sont menacées aujourd'hui. Il faut faire appel à nos experts. Il faut regarder de très près parce que ce sont des menaces sérieuses. Ce sont des problèmes qui ont également une connotation avec l'écologie de façon générale. Il faut regarder de très près et je pense que la mobilisation de tous nos chercheurs, Dieu seul sait que nous en avons dans nos universités au niveau de l'enseignement supérieur, il faut mobiliser toutes ces ressources pour apporter une solution, M. Bouaka Pascal. Pascal, si tu le permets, on va poursuivre pour parler de sécurité. À ce niveau, j'ai lu votre projet de société et vous dites on va prendre des mesures vigoureuses pour juguler le phénomène de l'insécurité. Et vous vous arrêtez là, mesures vigoureuses. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Simeon Kouna? Monsieur, vous n'avez pas bien lu le projet. Si, je n'ai pas que dit qu'on va prendre des mesures vigoureuses. Ouais. J'ai dit qu'on va doter notre système de défense, on va doter nos forces de l'ordre des outils qu'il faut pour jouer leur rôle de protecteur des hommes et des biens de ce pays. Vous savez, il n'y a pas une autre solution. Il n'y a que la police et les forces de défense et de sécurité. On a besoin de regarder si à ce niveau, les ressources humaines sont suffisantes, si le ratio est suffisant. Je pense qu'il faut augmenter et il faut recruter de nouveaux agents au niveau de la police. Il faut une police à visage humain, c'est-à-dire une police qui est au service véritable des populations. Une police qui vole au secours d'un concitoyen qui serait en danger. Je vais tirer ici mon chapeau à la police. Je peux vous dire qu'il y a 2 jours, je me suis retrouvé moi-même dans une situation où mon véhicule
s'est éteint subitement. Nous étions à 2 heures du matin. Une patrouille qui passait s'est arrêtée et tous sont venus m'aider à pousser le véhicule, à le rallumer et à partir. Voilà la police que je souhaite. Et cette police-là, il faut la doter des moyens qu'il faut pour qu'elle puisse faire le travail. Bien entendu, quand on parle de la sécurité, c'est également la sécurité à nos frontières. Je pense qu'il faut regarder, j'ai pensé qu'il faut créer des casernes à nos frontières et faire en sorte que l'Ivoirien puisse dormir sans la hantise et l'angoisse d'une attaque soudaine à tout moment. Vous mettez l'accent sur la répression. Je précise qu'il n'y a plus de place à la MACA, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions en amont pour juguler le phénomène de l'insécurité? Il faut éduquer. Il faut éduquer, éduquer et éduquer. Mais vous ne pouvez pas faire de la sécurité si vous ne faites pas de la répression. De ce point de vue, je crois qu'il faut regarder nos maisons d'arrêt et il faut peut-être là-bas aussi regarder les choses avec un peu d'humanisme. Je pense que comme notre université, cette maison d'arrêt a largement dépassé ses limites d'accueil et il faut en recréer. Voilà un peu ce que je voulais dire. Quelle sera la place de la femme dans le programme de Konan Siméon? La femme aura un rôle central. D'abord, au niveau de mon gouvernement, je réserve 30% aux femmes et je le ferai. Pourquoi? Parce qu'au sortir de cette crise, je peux vous dire, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est debout, nous le devons en grande partie aux femmes. Dans les circonstances difficiles de cette crise, c'est la femme, dans bien des cas, qui s'est organisée à sauver la face de l'homme dans le foyer. Aujourd'hui, quand l'enfant revient de l'école avec la liste de fournitures, vous savez à qui il tend? Il tend à maman. La femme aura un rôle central. Et je compte, pour nos femmes en milieu rural, instituer un fonds d'aide pour les activités agricoles et autres. Pour nos femmes en milieu urbain, je compte également instituer un fonds pour leurs activités commerciales. Mais pour leur permettre d'honorer la grande attente du peuple à leur égard, je compte également lancer un programme d'éradication de l'alphabétisme. Vous savez que les femmes représentent 1/3 des 51% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Je veux des femmes modèles et modernes, porteuses de l'économie nationale. Vous comptez combien de femmes dans votre staff de campagne? Bien, nous en avons pas mal. Tout à l'heure, si vous sortez, vous en trouverez des centaines devant la maison de la télévision. Au plan social, il y a aussi la situation des personnes vulnérables, les handicapés, les personnes du 3e âge. Qu'est-ce que vous envisagez pour ces personnes? Le niveau de développement et de maturité d'un pays s'apprécie aussi par son rapport avec les personnes vulnérables. C'est pour ça que ces personnes vulnérables retiendront particulièrement mon attention. Et j'en ferai mon affaire personnelle parce que vous savez, une des raisons de ma mission, c'est de porter assistance aux personnes en danger. C'est de porter assistance aux faibles, de porter assistance aux malheureux. Je décréterai l'assistance de l'État au service de ces personnes handicapées. Mais je veux revenir un peu aux femmes pour dire qu'il y a aussi une action majeure que je veux faire. Je veux décréter aussi l'assistance de l'État à la femme en travail. Je veux décréter la gratuité de l'accouchement par césarienne. Je trouve inconcevable qu'une femme donnant la vie puisse perdre elle-même sa vie et la vie de ce futur bébé. Je crois que le rôle, j'allais dire, la fonction solidaire de l'État lui commande de faire ce geste et je le ferai au nom de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Oui, j'écoute. Oui, allez-y, Ignace, il nous reste un peu plus de 5 minutes. D'accord. Les médias, vous n'en parlez pas dans votre programme. Je ne l'ai pas parcouru, je n'ai pas vu la place des médias dans votre projet de société. J'ai trouvé cela choquant. C'est grâce aux médias que vous êtes sur ce plateau. Alors, quelle est la vision du candidat Konan Siméon pour la réhabilitation des médias Côte d'Ivoire?
je voudrais vous dire que ce n'est pas un oubli. Dans un projet de société, on ne peut pas tout dire. Ma vision d'abord, je ne pense pas qu'il y ait un problème aussi alarmant au niveau des médias. Tout se passe tellement bien. La preuve, nous sommes là. Mais je pense que l'État, c'est ça aussi la démocratie. Les médias représentent, comme vous le dites, je crois que c'est vrai, un pouvoir, un grand pouvoir. Je crois même que vous dites que c'est le 4e pouvoir. Il faut faire en sorte, pour que la démocratie s'exerce, il faut faire en sorte qu'on ait un média fort. Je crois qu'il y a un certain nombre d'avancées dans ce domaine-là à Côte d'Ivoire. Il faut poursuivre. Il y a un certain nombre de dossiers en négociation, un certain nombre de doléances qui sont à l'étude. Quand je viendrai, je peux vous assurer que les médias, la presse seront de toute mon attention, et ce que l'État peut faire pour permettre l'émulation, pour permettre, j'allais dire, l'activation correcte de la démocratie par ce pouvoir sera fait. La dépénalisation des délits de presse. La loi de 2004 sur la presse prescrit cela. Que pensez-vous de cette loi? Je n'ai pas de commentaire particulier. Je suis heureux pour mes frères journalistes qui n'auront pas à séjourner en prison pour leur écrit. Okay. Alors, l'avortement, la polygamie et l'homosexualité. Une fois au pouvoir, comptez-vous prendre des mesures pour les interdire ou comptez-vous les légaliser? Ce sont des problèmes de société qui aujourd'hui soulèvent beaucoup de tensions, d'interrogations. Je pense, si je me réfère à ma foi chrétienne, ce sont des abominations qui ne méritent pas d'être observées, et je ne souhaite pas que ce soit un débat national en Côte d'Ivoire. Avortement, polygamie, homosexualité. Absolument. Très bien. Il y a aussi la question de la culture, Pascal, si tu me le permets. La culture en Côte d'Ivoire, quand on parle de culture, cela se limite à l'art dramatique, aux artistes. Quelle serait la place de la lecture, de la littérature dans la culture ivoirienne? Ah oui, la lecture, c'est extrêmement important, la littérature. Vous avez en face de vous un faible de la littérature. Mais la culture ne se limite pas à ces deux pans. Vous savez, la culture est l'âme d'un peuple. Et celui qui perd cette âme-là perd ses repères. Quand je parle de culture, je parle de nos valeurs culturelles. Je parle de nos valeurs spirituelles. Bien entendu, la littérature, ce sont des valeurs modernes. Je ferai en sorte que, plus que par le passé, la culture ne soit pas reléguée. C'est votre dernière question, Ignace Kakou. Ne soit pas reléguée à un second plan. C'est extrêmement important. Je veux ressusciter, par exemple, ces mécanismes traditionnels qui ont su si efficacement préserver des siècles durant la cohésion sociale entre les peuples. Je pense donc aux alliances entre les peuples. Je veux ressusciter, par exemple, notre âme artistique de nos terroirs. Quand vous allez aujourd'hui dans les villages, c'est des coupés décalés que vous étudiez. Et il faut que nous donnions un peu plus de joie et d'excitation dans nos villes. Vous n'avez pas parlé de tourisme. Le tourisme est extrêmement important. Je veux faire du tourisme d'ailleurs. Vous savez que le tourisme est aujourd'hui l'industrie pourvoyeuse d'emplois et de revenus. Le tourisme vient loin devant l'industrie automobile et même le pétrole. Nous allons travailler, nous allons coupler un peu tout ça même avec la culture, parce que de ce point de vue-là, la Côte d'Ivoire est une merveille. Monsieur Koné Kwadwo-Simeon, nous arrivons au terme de cette émission. Il nous reste 2 minutes. Tout au long de cette émission, vous nous avez parlé de votre mission divine, vous nous avez parlé de votre assurance. Vous dites que vous êtes sûr de gagner, mais une élection, c'est une compétition, c'est comme un match de football. On peut gagner comme perdre. Au soir du 31 octobre, si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour,
S'il y a un second tour, qu'est-ce que vous faites? Je vous l'ai dit, je me suis engagé dans cette compétition, non pas en allant en aventure. Je ne suis pas de ceux qui trépignent de joie à la perspective de l'aventure. Je suis candidat parce que je ne suis pas dans les probabilités.